Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Après, on a mange toutes choses. Est-ce que, à votre avis, l'alimentation est un problème important, est un problème vital? C'est un problème capital, oui. Vital, bien sûr. Et vous y attachez de l'importance, vous, personnellement? Je ne sais pas comme tout le monde, c'est la première, ça revient 3 fois par jour, l'alimentation. Oui, mais enfin, vous avouerez qu'on mange un petit peu n'importe quoi. Ah, pas du tout. Moi, j'ai... L'histoire de ce documentaire, c'est avant tout celle de 4 amis. Étudiants ingénieurs agronomes et historiens du sport, nous voulons apporter une contribution à la construction du monde de demain et l'un de ses enjeux majeurs, nourrir l'humanité. Nous partons en Asie pour étudier les formes et enjeux de l'agriculture urbaine au cours d'un voyage de près de 4000 km à vélo à travers la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et Singapour. AgroVelocity, c'est parti. C'est ainsi que nous commençons notre périple à Bangkok, capitale de la Thaïlande et paradis de la street food. Monarchie constitutionnelle instable avec plus de 18 tentatives de coup d'État depuis 1932, dont le dernier en date en 2014, la Thaïlande a une population et une superficie relativement similaires à la France métropolitaine. Pour autant, on ne saurait faire une telle comparaison entre Paris et Bangkok, la gigantesque mégalopole asiatique faisant plus de 10 fois la superficie de la capitale française. Cette urbanisation impressionnante est la conséquence directe du boom économique des années 80-90, lors duquel la Thaïlande est devenue un nouveau pays industrialisé, membre des tigres asiatiques, aux côtés de la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines. Bangkok, le troisième pôle économique d'Asie du Sud-Est derrière Singapour et Hong Kong, illustre ce dynamisme économique actuel de la Thaïlande. Dépassée par son attractivité, Bangkok est une ville qui peut sembler déconnectée de la nature, avec ses problèmes d'eau potable, d'inondations récurrentes et parfois meurtrières, ainsi que des niveaux de pollution souvent très élevés. C'est au cœur de cette mégalopole que commence la découverte de l'agriculture urbaine en Asie. C'est auprès de Phai, une jeune Thaïlandaise ayant fait ses études à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, que nous allons trouver nos premiers éléments de réponse. Hi, my name is Kalachanok Hutaphat. You can call me Phai. I am project coordinator in Grandpa Urban Farm and welcome everyone to Grandpa Urban Farm. This house is an example eco house and eco learning center in the city. Au paroxysme de la densité urbaine, au royaume du béton, au paradis des voitures et de la pollution, tubercules, légumes-feuilles, fruits et riz sont cultivés en agriculture biologique afin d'assurer une autosuffisance alimentaire pour Phai et sa famille de 4 personnes. Ici, tout est optimisé. Les végétaux sont consommés sur place ou servent à nourrir les poules, les déchets sont recyclés en engrais pour les plantes, l'eau de pluie est filtrée et sert à irriguer le jardin, et les panneaux solaires fournissent de l'énergie nécessaire pour le bon fonctionnement du système de filtration et d'irrigation. This house is also open for people to come to learn for 5 years. And people who come here, Yes. what kind of, is it diverse social class of people? Mm-hmm. Or you have mainly, I don't know, yes. higher class? Yes. Nowadays, I think it's like a fashionable as well, fashion trend, something like that, that
young teenager or young generation, they go to gym and they would like to cook like a healthy food. So they come to learn how to grow their own food. Chez Faye, il s'agit d'abord de recréer le lien entre le citadin et le processus fondamental de production alimentaire. Ainsi, Faye a rejoint le City Farm Project créé en 2000 pour promouvoir la pratique de l'agriculture urbaine dans Bangkok. Nakorn Lipakuptatavon, alias Prince, fait partie des premiers à avoir développé une communauté d'agriculteurs capables d'apprendre et de partager autour d'un mode de vie sain et durable. Selon lui, dans Bangkok, près de 50 000 personnes sont actives en faveur de l'agriculture urbaine. On venait de nous parler de la valeur éducative de l'agriculture urbaine. Alors pour nous, étudiants, ça nous évoquait forcément l'université. Les universités et leurs étudiants s'impliquent-ils dans l'agriculture urbaine en Asie? Bonjour tout le monde, on est à la faculté d'architecture de Bangkok. On va rencontrer une association d'agriculture urbaine qui regroupe des étudiants et des professeurs. Allez, suivez-moi. Fondée pour dispenser un enseignement en sciences agricoles, la prestigieuse université de KZT et ses quelques 100 000 étudiants semblait idéale pour mesurer le degré d'investissement de la communauté universitaire autour de l'agriculture urbaine en Thaïlande. Suite à nos sollicitations, la doyenne de la faculté d'architecture, Asin Pasin Sunakorn, alias Pasini, nous a chaleureusement reçus avec ses étudiants afin de nous présenter leur démarche sur ces questions au cœur même du campus. Pour l'instant, c'est l'université qui sert de terrain d'expérimentation à leurs travaux, avec 3 potagers, sur le toit de la faculté, sur la terrasse de la bibliothèque et à l'entrée du bâtiment. นี่คือใบชะพลูที่ชื่อ It's good? One take. Another one. I forgot it all. C'est la meilleure ใบชะพลู Bachaplu de tous les temps. de tous les temps. Perfect. Thank you. Pour certains, qui ont toujours vécu dans cette immense ville, c'est la découverte du processus de croissance végétale. Ces étudiants sont sensibles et convaincus par les apports de l'agriculture urbaine. Plus encourageant encore, Bangkok ne semble pas vouloir attendre cette nouvelle génération pour innover en termes d'agriculture urbaine. Nous partons donc avec la professeure d'architecture de l'université de KZT visiter les plus grands toits d'agriculture urbaine de la ville de Bangkok. Je vous le répète, c'est KZT. Pasini nous emmène à la préfecture du district de Laxi, une administration qui a décidé de mettre à disposition de ses employés les 440 mètres carrés de toit afin d'y installer un potager géré à plein temps par Mrs. Mams. Nous sommes ici, sur le toit du bâtiment de l'administration du Laxi District. Ce potager urbain dans lequel sont cultivées plusieurs dizaines d'espèces végétales contribue à la production de produits frais et au circuit court pour les employés de l'administration, mais pas que, car il contribue également à refroidir la température générale du bâtiment pendant les saisons chaudes. ก็คือไม่เกิน2 ปีจะปลูกหมดเลยเราก็ต้องมานั่งทำใหม่พอดีตัวฉันเห็นว่าท่อประปาเป็นไม้ลูกไปเรื่อยๆจนทำไปพอผลผลิตมีปุ๊บเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือได้จากไม่มี Ce bâtiment n'est pas uniquement destiné aux gens du district, il est également ouvert aux habitants qui souhaitent s'approvisionner en légumes ou apprendre à cultiver. All of this? Yeah. This by all. Mange la feuille. Tu es une vache. Ça enlève toute la salive. C'est astringent au possible. Après une semaine d'acclimatation aux 40 degrés de moyenne et 90% d'humidité locale, nous enfourchons nos vélos et partons sur la route. L'aventure et ses multiples péripéties commencent ici. C'est l'heure de la pesée. Attention, nous amenons Hugo, c'est parti à la pesée. Hugo fait 76 kg. Et là nous avons un 117,5. Chao Sheng Sao, kilomètre 0, c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire.
Agro Velocity se réveille de sa première nuit dans la jungle. Messieurs, une impression? C'est dur. Hello. Bonjour Pride. Ça va? Alors, pour vous qui êtes un adepte des 10 heures de sommeil, qu'est-ce qu'on en pense? Il y en a eu que 5, mais ça va. C'est déjà un peu mal, hein. C'est déjà pas mal. Elle est bien, profites-en. Ouais. Alors raconte-moi ce que tu as fait. Alors, on a voulu tenter de passer en voie terrestre à la frontière cambodgienne. Malheureusement, il se trouve que c'est un des rares postes frontières où ils ne délivrent pas de visa. Ce qui je trouve quand même un peu bizarre pour un poste frontière. C'est comme ça qu'on prend les douches à Agro Velocity. Allez, bonne la douche. Les gars, désinfectez bien. Salut, pour la France, j'arrive à lever mon pouce, puis il n'est pas en grande forme. Et t'as pris ton porte-monnaie? Il va essayer. Berceau du mythique empire Khmer, le Cambodge est l'un des rares pays d'Asie à figurer sur la liste des pays les moins avancés. Son indice de développement humain est extrêmement bas, 146e sur 189 pays classés. Ainsi, 9 Cambodgiens sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé par l'ONU. Alors, Pour comprendre l'état actuel du Cambodge, il faut revenir à son histoire chaotique. Que se passe-t-il en Indochine? À l'ouest, le Cambodge est limitrophe du royaume de Siam, pays presque aussi grand que la France et peuplé de 11 millions d'habitants. Faut-il rappeler qu'en 1862, notre pays se porta au secours du Cambodge contre le Siam et qu'en 1893, des bateaux de guerre français remontèrent jusqu'à Bangkok. Le traité de 1904 fixa alors la frontière entre l'Indochine et le Siam. Profitant des circonstances actuelles, le Siam, devenu Thaïlande, vient de rallumer les querelles passées. Le Cambodge est passé sous protectorat français en 1863 et connaît un siècle d'expérience coloniale qui se terminera par la guerre d'Indochine. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique. Malgré les promesses de De Gaulle, le Cambodge s'est ensuite retrouvé victime collatérale du conflit américano-vietnamien et deviendra le pays le plus bombardé de l'histoire. Ce contexte de guerre froide favorise l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges de Pol Pot. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges de Pol Pot entrent dans Phnom Penh. 24 heures plus tard, les 2,5 millions d'habitants de la ville sont déportés vers la campagne. En seulement 4 ans de pouvoir, près d'un tiers de la population cambodgienne sera assassinée.
Après ce chaos, le Cambodge peine à atteindre une stabilité économique. Ainsi, cette économie est aujourd'hui largement tributaire des fonds de développement internationaux et d'investissements étrangers, en particulier de la Chine qui investit massivement dans le tourisme et les complexes immobiliers de luxe, comme l'atteste le projet Élysée, sur les rives du Mékong, en plein cœur de Phnom Penh. Ce nouvel attrait pour le Cambodge engendre ainsi, depuis les années 2000, un développement rapide, quoique très inégalitaire et peu maîtrisé. Côté urbanisme, il se traduit par une forte et anarchique croissance des villes sur les campagnes. De nouveaux espaces périurbains émergent, englobant les anciennes zones de production alimentaire, désormais mitoyennes des constructions de la ville. Du fait de ce phénomène d'expansion, l'agriculture urbaine et périurbaine occupe actuellement plus de 20% de l'aire urbaine de Phnom Penh. Dans un bidonville, nous rencontrons des pêcheurs qui vivent d'une agriculture périurbaine purement vivrière. En face, le gros complexe résidentiel de luxe contraste avec leur maigre prise du matin dans les eaux polluées du Mékong. Cette agriculture vivrière a une place fondamentale pour l'approvisionnement en nourriture de la ville. Elle représente près de 10% de la viande et des légumes consommés chaque jour. L'agriculture urbaine et périurbaine permet donc de faire vivre des communautés en leur fournissant une partie de leur nourriture, en générant de l'emploi et finalement en intégrant les populations les plus pauvres. C'est ce que nous découvrons à Mumu Farm, le seul et unique élevage laitier au Cambodge, situé à quelques centaines de mètres des bidonvilles. Hi, my name is Kenny Matthews. I'm the co-founder and CEO of Mumu Farms. Missionnaire protestant américain, Kenny Matthews produit depuis 2015 un lait frais de qualité américaine au Cambodge. And the economic benefit or job creation. So right now we employ 30 Cambodians. 30? Yeah, that's including vets for the cows, their milking, feed team, and then sales, marketing, and everything else. So we're employing 30, and we're hoping that we can get to 100 when we hit full capacity over the next 2 years, and then from there it just depends on how quickly we can scale it. Yeah. Monter un tel projet n'est pas sans contrainte en Asie. Le climat cambodgien et ses fortes chaleurs tout au long de l'année imposent de mettre en place des dispositifs pour rafraîchir le bétail. Yeah, so Holstein cows, they're more conducive in cold weather climates, obviously, like Europe or the United States. But as you can see, this is why we have fans going 24/7 and then also sprinklers. This is to help the cows artificially sweat. Yeah. So we spray them, we shower them once every 2 minutes, every 10 minutes. And then the fans blow on them and that evaporation effect keeps them nice and cool. So our goal here, just like any dairy, you could say, is to make the cows as comfortable as possible. Yeah. D'autre part, Kenny a dû former les Cambodgiens aux techniques agricoles occidentales. And I'm a big believer in if you work hard and you're willing to learn, then you can succeed in life, or you can succeed at Mumu Farms, our farm. And so I like to promote within. But a lot of our day-to-day labor comes from local farmers that are nearby, and they showed expressed interest from what we're doing here. Les Cambodgiens n'étant pas culturellement des consommateurs de lait, Kenny profite d'une nouvelle demande qui accompagne l'augmentation du niveau de vie. Si son modèle est un succès et les perspectives de développement très fortes, le gouvernement apparaît, comme pour de nombreux autres projets, en retrait. Après cette belle rencontre, il est temps pour nous de poursuivre notre route vers le sud du Cambodge, pour atteindre bientôt, par-delà la mangrove et les plages paradisiaques, le Vietnam.
petite sauce. Étant donné les produits de base, du Knorr pour faire de la sauce pour pâtes, un oignon et de la margarine qui a traversé le monde, il en sortait plutôt pas mal, monsieur Duc. Alors, nous voici au milieu de nulle part, à la recherche de l'auberge. Bon, ça fait peut-être quoi, 3 heures qu'il fait nuit? C'est pas grave. C'est la définition de pédaler dans la semoule. Écoutez au loin les bêtes féroces qui rient. On sent la peur sur le visage de Monsieur Calva, regardez-moi. Mais nous le faisons pour un projet, pour une idée, pour vous. Comment est cette rentrée dans Ho Chi Minh? C'est prodigieux. Il y a une telle harmonie entre ces 15 millions de scooters. Et tu dois juste calculer ta trajectoire, tout le monde fait pareil et tu as un ballet de scooters digne des plus grands opéras russes. Et j'adore ça. Et je dois dire qu'après 160 km, c'est une forme d'apothéose. Je suis prêt. Nous sommes à mi-voyage lorsque nous entrons au Vietnam, l'un des 5 États officiellement communistes avec la Chine, le Laos, Cuba et la Corée du Nord. Avec près de 100 millions d'habitants, une croissance de 7% par an et le 43e PIB mondial en 2019, le Vietnam est une puissance économique et diplomatique montante en Asie. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Soumis aux mêmes logiques d'explosion urbaine et de pollution que de nombreux pays émergents asiatiques, les producteurs vietnamiens souffrent aussi de la dégradation avancée de leur sol. Ces derniers étant saturés en pesticides et en résidus de l'agent orange déversés en masse pendant la guerre. On a équipé un système de filtration haute technologie à la sortie de l'usine et vous pouvez voir qu'on est en train de nettoyer les berges là, c'est tout propre. On a laissé quelques petits trucs mais c'est propre. Dans l'ensemble c'est propre. On est des gens écolos. Une nouvelle classe de jeunes ménages dynamiques, disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé, affiche pourtant la volonté d'une alimentation plus saine et locale. Qui sont ces acteurs qui parviennent à rapprocher lieux de production et de consommation dans un contexte urbain? Pour John Tran, fondateur de Griox, la ville ne doit pas être pensée comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour produire au plus proche des lieux de consommation. My name is John Tran. I'm from San Francisco. I've lived in Vietnam for 5 years now, and we're doing different integrated farming solutions, from indoor farming to outside greenhouses. Why did you want to come here in Vietnam? Well, I think Vietnam in general, not just Vietnam, but Asia alone, is really a fascinating place. You know, things are growing. People have more demand for food, better food, sustainable food, fresh foods. And so this is one of the things that I wanted to do. And so I'm a finance guy, you know, in the last career, and I've decided to transition. It's something I'm passionate about. Okay. There's a couple reasons, but the first one would be to try to look at how can we solve just a massive amount of people that's going to be on Earth, right? You're looking at 9.5, 10 billion people in the next 20, 30 years. So how do we find a solution for that? Second of all, urbanization.
people are living into the city, right? Things are changing. People want to live inside the city. Why not provide food where people are closer to where people are at, right? So that also solve the food traceability of where things are at. Le concept du indoor farming fonctionne grâce aux ressources de la ville, les accès facilités à l'eau et à l'électricité. Par ailleurs, la contrainte majeure du manque d'espace peut être compensée par l'utilisation de la composante verticale. On parle alors de vertical farming ou culture en étage. Ainsi, John Tran vend ce concept dans des conteneurs recyclés, aisément installables et déplaçables au besoin. Si Griox ne parvient pas encore à s'aligner sur les prix du marché, nous entendons dire que le premier producteur vietnamien de roc melon aurait développé un modèle plus rentable à l'autre bout de la ville. Nous enfourchons donc nos vélos pour slalomer entre les innombrables scooters et la mousson, et nous découvrons Mekong Farm. Agro Velocity, c'est avant tout du sport, merci caméraman. On reprend. Hello. Hi. I'm David. I'm actually a farmer. I'm the founder of Mekong Farm Vietnam. And then at Mekong Farm, we do hydroponics. We are specialized on NFT method. We can grow rock melon, tomato, cucumber in NFT method. And then our farm located in Ho Chi Minh City. That's it. Okay. Perfect. This is Thank the you. best introduction. Nice. Grâce à l'hydroponie, Mekong Farm affiche des rendements impressionnants pour une production en aire urbaine. Chaque année, David réalise 5 récoltes, soit 2 de plus qu'en culture traditionnelle. L'hydroponie, c'est une technique de culture hors sol avec un flux d'eau chargé en nutriments qui coule continuellement dans les racines de la plante. Cela permet notamment de s'affranchir des contraintes liées à la culture en pleine terre, comme le travail du sol ou les risques de pollution. Then you just feed them. Yeah. But the NFT is different. You clean everything and restart. This, Yeah, I see. yeah. I see. This is what I love. This is what I love NFT. What difficulties you have to face when you want to grow hydroponic melon? First one, we have to control the quality of the water. Yeah. Quality of the water should be perfect. For the river, it's not stable. Sometimes the farmer put some chemical in the river and then some pollutants. We take the water underground. Okay. Yeah, we use the water underground stable water. Okay. And we do filter. So, second, quality of the fertilizer and the formula. The good supplier. Normally I buy from Europe, from Belgium or from German. Sorry, not from local. Okay. Yeah, easy to maintain. Nice. And then in the back. Hydroponic also? Yeah, hydroponics. Same. Wow. And in the back, this is plastic. It's not attached to the wall. Not run on your wall. You can fix on the wall. Yeah. Cette technique de production fait écho à un autre projet de culture technologique en hors-sol que nous avons vu plus tôt en Thaïlande avec Jocelyn et Valentin de la société Energaia. Selon cette même philosophie que l'espace urbain possède ses spécificités à exploiter, l'entreprise cultive de la spiruline sur le toit d'un hôtel en plein milieu du centre des affaires. Une initiative d'autant plus prometteuse que la spiruline est un super aliment. Dans la spiruline, il y a une concentration en fer supérieure aux épinards, par exemple. La concentration en protéines, 60% en moyenne de protéines. Ensuite, on a plus de magnésium que dans les bananes, on a plus de potassium que dans les tomates, plus de bêta-carotène que dans les carottes, plus de calcium que dans le lait. Donc c'est vraiment une super food pour nourrir la population à horizon 2050. On aura 9 milliards d'habitants. Donc c'est vrai que si on continue l'agriculture intensive avec le bêta, etc., on n'arrivera jamais à nourrir toute la planète. Donc il y a cet enjeu, donc on vise vraiment le long terme aussi. Il y a la possibilité que l'oxygène aussi ressorte dans les villes, donc c'est un intérêt, on capte le CO2 et on rejette l'O2. Donc il y a des ratios là, qu'on a calculés par expérimentation et l'équivalent de chaque tank c'est 0,7 arbres. Cette installation forme une petite forêt artificielle pour un coût moindre de $50 américains par bac.
Entre adaptation aux contraintes de la ville et technologie, l'agriculture urbaine est ici porteuse de modes de production en rupture avec l'agriculture traditionnelle et ouvre un énorme champ de possibilités. Mais cela se traduit-il jusque dans la qualité de la production ? Pour répondre à cette question, nous quittons Ho Chi Minh Ville, remontons près de 800 km de côte vietnamienne et enfin, nous arrivons à Hoi An, ville de 150 000 habitants, célèbre pour son historique passé de ville commerciale et ses lanternes. Ici, l'agriculture urbaine et périurbaine fait partie intégrante du paysage. Elle permet de satisfaire la demande en produits bio, tout en contribuant au développement économique de la zone. Située en bordure de mer, sur un sol sableux, le premier défi a d'abord été de produire de la nourriture. Grâce à la permaculture, de nombreuses fermes parviennent à de très bons rendements sur un sol pourtant peu propice. Afin d'encourager le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, May Nguyen a créé Healthy Farm. Son objectif ? Accompagner les fermes urbaines et périurbaines à passer en agriculture biologique, organiser un marché local en circuit court et soutenir les initiatives pédagogiques auprès de la population. We want to do local food. That will be save time, save money, storage and transportation. Wow, because you know in Vietnam and I think in many countries in Southeast Asia, they just growing. They're just growing what they think, this is easy, I just grow, and then they don't have a market yet. So you can see many times in the newspaper they said that, please everyone, please buy dragon fruit, please buy watermelon to save farmers, because they did not have the plan before. So now... Le succès est rapide. En seulement 3 ans, Healthy Farm regroupe une communauté riche de 25 fermes pour 250 producteurs. Tous les partis semblent gagnants. Le consommateur mange de meilleurs produits, les producteurs vivent mieux, certains ont même triplé leurs revenus. À une échelle collective, c'est aussi une véritable conscience environnementale qui se développe. Ce qui nous semblait être un milieu contraignant pour cultiver est finalement source d'innovation pour certains esprits pratiques. À ce moment du voyage, on a clairement compris que la ville pouvait être elle aussi un réel espace de production alimentaire. C'est avec un sourire rayonnant que nous vous annonçons, avec un petit brin de nostalgie et d'humidité, qu'il s'agit de la dernière étape à vélo d'AgroVelocity Asie 2019. Alors, quelle sensation de rentrer dans les 10 derniers kilomètres d'AgroVelocity? C'est une sensation forte, c'est une sensation enivrante et à la fois vertigineuse. Car je ressasse toutes ces étapes, ces milliers de kilomètres, la douleur, l'effort, l'abnégation qui nous ont menés jusqu'à ici. Et c'est un grand moment pour l'association 2019. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. La création du documentaire, l'objectif de ces kilomètres a été fait dans un but précis. C'est ça que nous allons présenter. Je suis fier de l'équipe. Dès notre arrivée au Vietnam, nous avons été frappés par la qualité de l'air désastreux. Et à Hanoï, ils sont à plus de 150, donc c'est plus que rouge, ça doit être... écarlate. On est déjà dans les extrêmement pollués. Voir la map. Et Hanoï, je vais te montrer. Il y a toute cette zone là et on voit que c'est orange, rouge partout. Et la pluie. Et la mousson arrive. Selon l'université de Yale, aux États-Unis, les Vietnamiens respirent le 8e air le plus pollué du monde, dépassant largement le seuil fixé par l'OMS. Responsable de plusieurs dizaines de milliers de décès chaque année, la pollution a également un impact économique considérable sur le Vietnam et représenterait
5 à 7% de son PIB. Parmi les facteurs l'expliquant, il y a le développement des industries lourdes de charbon et de métal, les énormes chantiers de BTP et le facteur le plus visible, l'impressionnante flotte de scooters. C'est dans ce contexte que nous avons pédalé et ouvert nos alvéoles pulmonaires afin de capter le maximum de particules fines et surtout tenter de trouver ceux qui ont pris ce problème à bras le corps. Je leur dis le banane qui est là-bas est une île qui est partiellement submergée selon les moments de l'année et où ils font pousser beaucoup de bananes. C'est pas normal cette couleur de ciel là. Là-bas on voit quasiment plus la terre. Dégueulasse. Ça me brûle la gorge, moi, c'est horrible. Ouais, on va se balader là-dedans. On va visiter par ça, suivez-moi, c'est parti. À Banana Island, au prix de ce qui semble avoir été la journée de tournage la plus éprouvante, par 45 degrés, 95% d'humidité et des concentrations de particules fines 8 fois supérieures aux alertes de pollution de notre bonne ville de Grenoble. Nous découvrons le poumon vert d'Hanoï. Régulièrement immergée par la mousson, cette zone est un lieu de production agricole, mais aussi un moyen de lutter contre la pollution de la ville. Les autorités ont lancé un grand projet d'agriculture urbaine sur cette zone visant à concilier production alimentaire et loisirs. Autrefois connue sous le nom de ville-jardin, Hanoï tente de renouer avec son héritage. Selon cette même idée, nous rencontrons un cabinet d'architecture spécialisé dans l'assainissement de l'air des habitats, Farming Architect. We cultivate green ideas, tel est le slogan de Han Viet Dung qui nous reçoit dans un café qu'il a designé à Hanoï. We come from different countries and different kind of job, but now I think that it's a time for us to do something to save our world. It's not I am an architect. It's not you are engineering, but we think how we can reconnect, how we can protect our world. So we are very young city, young economic. So we are developed too fast. So that is the reason they don't have more time to connect with the nature. Yes, they lose the connection with the nature. So our architects want to bring the nature in the building, in the design. For example, like a coffee. Han Viet a eu l'idée que chaque balcon puisse être une petite barrière verte au désagrément de la ville. Le concept est simple. When I use a motorcycle on the street, I use the mark. You know that? Yeah, to protect from the noise and dust. So in the house, we do the same, but we call the eco filter. So the filter can stop the dust and the noisy from the city, from the street. So the fresh air can come through. Ainsi, Han Viet consacre ce que nous avons vu à l'université de Thaïlande. L'agriculture urbaine a sa place en ville et peut même la protéger. Because in Vietnam now, we suffer a lot of climate change. Yeah. So I think that really a kind of suggestion for our government to improve the agriculture. Yeah. So Cette dernière réflexion de Han Viet nous a fait beaucoup réfléchir. Trop souvent dans ce voyage, cette volonté de changement était le fruit d'initiatives isolées, limitant l'ambition d'un développement à grande échelle. Après une excursion dans les montagnes du Nord-Vietnam, nous revendons nos montures métalliques et voguons vers Singapour, ultime étape de notre quête d'agriculture urbaine en Asie. Autrefois colonie hollandaise, puis britannique, la cité-État de Singapour a entamé un fulgurant développement économique permis par sa situation maritime stratégique à l'extrême sud du détroit de Malacca. C'est un passage obligé entre l'océan Indien et le Pacifique. Ainsi, Singapour est le deuxième port au monde derrière Shanghai. La quatrième place financière de la planète avec plus de 200 000 millionnaires.
et est le 3e PIB par habitant, derrière le Qatar et le Luxembourg. Politiquement, Singapour n'applique pas le même degré de libéralisme qu'en économie, et seulement 3 premiers ministres se sont succédés depuis 1965. Cet État, qui se fait aussi appeler ville-jardin, se veut le leader mondial de la ville éco-responsable et durable. Nous nous rendons au Center for Livable Cities, un immense building ultra-moderne en plein cœur de Singapour, uniquement dédié à l'étude de la transition de la ville. Ce lieu invite chaque citoyen à prendre connaissance des défis urbains de Singapour, mais aussi à participer en donnant son avis. Au-delà de ces activités citoyennes, le Center for Livable City organise aussi le World Cities Summit, un congrès regroupant les gouvernants et les grands industriels du monde entier pour dessiner la ville de demain. Mais qu'en est-il de la réalité de terrain ? Dans les faits, Singapour a fait le choix d'une agriculture urbaine à son image, moderne et technologique. Ainsi, le gouvernement subventionne les initiatives agricoles qui intègrent une dimension d'innovation. Les autorités ont déjà soutenu de grands projets vitrines, comme Sky Greens, la première ferme verticale hydraulique à faible émission de carbone de l'histoire. Le système est ingénieux. 38 bacs sont montés sur un châssis en aluminium pouvant atteindre 9 mètres de haut. Les auges pivotent autour d'un cadre garantissant une égale exposition à la lumière naturelle pour chaque plante. Cette rotation est alimentée par un système hydraulique breveté qui utilise l'élan de l'écoulement de l'eau. Intrigués par ce système révolutionnaire, nous parvenons au prix d'intenses recherches à trouver la très protégée Sky Greens. Sur place, le système est moins reluisant que dans le spot publicitaire. Nous tentons, selon les conseils de notre mentor Élise Lucet, d'interviewer une employée en caméra cachée. We are unable to take in any interview or filming because of due to our security. Okay. Yeah, this one is just, Nous n'en saurons pas plus. Le secret de la production alimentaire de demain se cultive lui aussi. C'est finalement en plein centre-ville, avec Citizen Farm, que nous visitons le projet le plus abouti de notre voyage. Hi, my name is Sarah. Welcome to Edible Garden City. So Edible Garden City is a company where we help people in terms of building gardens for them or growing food for them. And we also do tons of workshops and we're happy to show you around our farm today. Okay. So the reason being, the context of Singapore is that we're very land scarce. So we have no land and we have no resources. Mm-hmm. And right now we actually import 90% of the food that we eat. But the government has recently announced that they want to increase the food security level from the current 10% to 30% by 2030. Yeah, and so the whole nation is coming together for this effort to increase the food resilience in Singapore. Yeah. So at this location here, we try to farm in a zero waste manner. So how we do it is we have different types of farming systems and we use the waste from one type of farming to put it into another type of farming. Okay. The thing about the black soldier fly is they are not picky eaters, they eat almost everything, but
their poop after they eat is really good fertilizer. And so we use their poop as fertilizer in our garden. Ainsi, cette initiative nous est apparue comme étant un modèle total alliant simplicité, ingéniosité et innovation. Un exemple adaptable selon nos contraintes économiques et urbaines d'Occident, à condition que, tout comme les autorités singapouriennes, nos gouvernements mettent à disposition gratuitement des terrains très prisés dans les hypercentres. Dans le cas de Citizen Farm, c'est le terrain d'une ancienne prison qui leur a été octroyé pour mettre sur pied ce projet intégrant toutes les dimensions de l'agriculture urbaine. Panier de légumes pour 50 familles chaque semaine, atelier d'initiation pour les enfants, et partenariat avec une association pour l'inclusion de jeunes autistes. Citizen Farm n'est qu'une facette d'un projet plus large, celui d'Edible Garden City. Lancée en 2012 pour établir des petites fermes dans tous les espaces inutilisés de la ville, l'entreprise a récemment ouvert un potager sur le toit d'un centre commercial, le Funan Center. Il vise à informer les citoyens des techniques technologiques pour faire de l'agriculture urbaine en plein cœur de la ville. Au total, plus de 200 projets ont été réalisés et près de 40 personnes sont employées pour les entretenir. Pendant 4 mois et après 4000 km à vélo, nous avons visité plus de 30 projets et rencontré une multitude d'acteurs. Des simples citoyens aux universitaires, en passant par des architectes ou des hommes d'affaires. Bonjour, nous sommes 4 étudiants français et on prend des photos des exploitations qui font de l'agriculture urbaine et la vôtre nous intéresse. Attends. Ah, ça veut dire... Xin chào, chúng tôi là 4 sinh viên Pháp. Ok. La situation de l'agriculture urbaine en Asie du Sud-Est semble très représentative des possibilités et des limites de cette pratique. Parfois, elle est vécue comme une contrainte et émerge en réaction à la pression de l'étalement urbain sur les campagnes. Les producteurs doivent adapter une agriculture traditionnelle à la réalité du béton, des petits espaces et de la pollution. A l'inverse, la ville est vue par certains comme un espace regorgeant de ressources. Récemment, l'université de Thammasat à Bangkok vient d'inaugurer le plus grand toit en ferme urbaine d'Asie, avec 7000 m² d'espace productif. Avec l'inexorable croissance des espaces urbains, l'agriculture urbaine en Asie se destine à prendre une place toujours plus importante dont il s'agit de tirer le meilleur pour l'éducation, l'alimentation et notre bien-être. Et si l'agriculture urbaine ne nourrit pas toute l'humanité, elle a le mérite de renforcer les liens entre les citoyens, réenchantant un monde qui a tendance à nous faire oublier l'essence du vivant et de ce qui nous nourrit. La terre.